Cette maquette, je vous la présente en deux photographies distinctes. D'un côté, une photographie qui représente les gens en train de pénétrer dans le vestiaire et de se dévêtir. Et de l'autre côté, une photo qui vous représente un amoncellement de cadavres de gens gazés. Cette maquette devrait être universellement connue. Enfin, voilà comment les choses se passaient. Or, elle n'est pas connue, cette maquette. Elle est quasi inconnue. Pourquoi? Parce qu'elle est absurde. Elle permet de toucher du doigt l'absurdité de la reconstitution polonaise. En effet, comment pouvait-on faire pénétrer ainsi 2000 cadavres dans la seconde photographie, celle où vous voyez les cadavres amoncelés? Comment pouvait-on les extirper? Puisque chaque four ne peut brûler qu'un cadavre en 1h30. Il y avait 15 fours. Cela fait 15 cadavres en 1h30. Il aurait fallu, pour consommer l'ensemble des cadavres amoncelés, plus de 8 jours. Et tout cela au milieu des vapeurs d'acide cyanhydrique que tous les systèmes de ventilation du monde n'auraient pu extirper. Figurez-vous que le commandant du camp d'Auschwitz, qui s'appelait Heuss, dont le nom n'est pas à confondre avec Hess, est passé aux aveux et a dit aux Polonais que les membres du commando pénétraient ainsi dans cette salle pleine de cadavres, en fumant ou en mangeant, sans masque à gaz, pour en retirer les cadavres. C'est absolument impossible. Je répète que le Zyklone B est inflammable et explosible. Voilà donc ce que l'on nous demande de croire. Voilà ce qui est radicalement impossible. Si cette pièce a existé, elle n'a certainement pas pu être une chambre à gaz. Reportons-nous au plan, car il ne manque pas. Vous voyez qu'il y a 5 fours, plus un four à brûler des ordures. Donc, on amenait des ordures. Donc, il n'y avait pas de secret. Je vous présente cette fois-ci un grand plan qui est une pièce capitale. C'est le plan d'ensemble du Créma 2. Il nous dévoile la réalité des choses. Et la réalité, c'est que les deux pièces qui sont enterrées, n'étaient nullement un vestiaire et une chambre à gaz, mais tout simplement, ainsi que cela figure, mais c'est peu lisible pour vous probablement, c'était ce que les Allemands appelaient des Leichenkeller. 1. Leichenkeller. 2. Leichenkeller. 3. C'était en réalité des chambres froides enterrées. Pourquoi enterrées? Précisément pour les protéger de la chaleur. Celle de gauche mesure 50 mètres de long sur 8 de large. Celle d'en bas, 30 mètres de long sur 7 mètres de large. Elles sont, vous le remarquez, en cul-de-sac. Regardons de près le Leichenkeller 1. Il a une porte qui est à double battant, ce qui est une absurdité pour une chambre à gaz. En haut et à droite figure ici un tout petit monte-charge de 2,10 m sur 1,35 m, ce qui serait de dimension dérisoire pour transporter des milliers de corps d'ici vers la salle des fours. Et je voudrais vous raconter une anecdote à propos de ce plan. Un jour, j'ai voulu soumettre ce plan à un spécialiste français constructeur de fours crématoires. Et j'ai observé ce spécialiste pendant qu'il regardait le plan. J'ai remarqué qu'il s'intéressait à la disposition des fours et qu'il semblait négliger tout le reste. Je lui ai demandé alors, et le reste? Et il m'a fait une curieuse réponse. Il m'a dit
comme si cela allait de soi, le reste doit être du 7-8 mètres. Je lui ai dit, vous avez raison, la pièce de gauche a 8 mètres de large et celle d'en bas a 7 mètres de large. Mais j'ai ajouté, mais pourquoi me dites-vous du 7-8 mètres? Qu'est-ce que cela signifie dans votre esprit? Il m'a répondu, c'est la largeur habituelle des chambres froides. C'est alors, et alors seulement, que j'ai fait remarquer à cet homme qu'il y avait en effet le mot de Leichenkeller et qu'il s'agissait bien d'une chambre froide. Il m'a alors fourni l'explication suivante sur cette largeur de 7-8 mètres. Il m'a dit qu'elle est habituelle parce qu'on prévoit d'un côté 2 mètres pour un cadavre, de l'autre côté 2 mètres pour un autre cadavre, et puis entre les deux, un espace de 3-4 mètres pour le mouvement des chariots autour des piliers de soutènement. Je lui ai alors dit, eh bien figurez-vous qu'on dit habituellement que cet endroit était une chambre à gaz. Alors, d'un air un peu étonné, le spécialiste m'a répondu, c'est surprenant. Connaissant les Allemands comme je les connais, car je travaille avec eux, je suppose que s'ils avaient voulu faire une chambre à gaz, ils n'auraient pas fait une chambre froide. Je voudrais ici ajouter qu'il ne faut pas s'imaginer que ces endroits étaient constamment et dans tous les coins pleins de cadavres. Le plan que nous avons là n'est qu'un plan de masse. Il ne nous fournit malheureusement pas de détails sur la disposition précise des lieux. Voyez Leichenkeller 3 par exemple, n'imaginez pas que c'était un endroit qui était plein de cadavres. Par un plan que je ne vous montre pas ici, je peux vous dire qu'il y avait en fait un bureau, un petit couloir, une petite pièce où l'on extrayait les dents en or, c'est vrai, et un endroit appelé Tresorraum, chambre au trésor, où l'on mettait de côté les valeurs trouvées sur les cadavres. Ceci est une représentation en coupe, non seulement des fours, mais des Leichenkeller 1 et 2. On s'aperçoit que sur la gauche, le four avait une cheminée qui ne dépassait pas 7 mètres. Quant au Leichenkeller 1 et 2, on voit qu'ils dépassaient le sol de peu. Leur hauteur était de 2,40 mètres. Il s'agissait de pièces bien simples et bien nues. On le voit encore mieux sur cette coupe. Cette photo est tout à fait exceptionnelle. Elle a été prise par quelqu'un qui a réussi la performance de s'introduire sous les ruines du Créma II. En effet, on nous dit que les Allemands avaient fait sauter les crémas avant de partir, ce qui en soi d'ailleurs est possible, mais constitue en même temps une absurdité. S'ils avaient voulu cacher la trace de leur crime, il n'aurait pas fallu qu'ils fassent exploser, car si vous faites exploser, les blocs de béton montent en l'air, retombent, et les traces du crime sont en dessous. Eh bien, il est possible de se glisser sous les ruines du Créma III, et voici la photo qui a été prise du plafond. Vous vous apercevez qu'il s'agit d'un plafond nu, à coffrage de béton, et on voit même, en cet emplacement, la trace d'une pièce de bois qui, à cause du froid, car cela a été construit en hiver, est restée collée au plafond. Je ne vois ici absolument aucune trace de ces fameuses douches par lesquelles le gaz, dit-on, arrivait.